Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Talk. Aujourd'hui pour vous parler de DC Absolute, on va parler d'Absolute Batman, on va parler d'Absolute Superman, d'Absolute Wonder Woman, mais aussi des autres Absolutes à venir. Bref, tout ça dans un seul podcast et c'est maintenant pour m'accompagner. Donc moi c'est Nico et je suis avec quatre autres membres de la team Batman Legend avec Kevin. Salut. Mais aussi Alexandra. Salut. Benoît est là. Coucou. Et enfin Siegfried est là aussi. Salut tout le monde. Voilà les amis, nous sommes réunis dans ce podcast pour parler de DC Absolute. Ça fait pas mal de bruit, faut le dire, l'arrivée de ces Absolutes. Mais je vous propose qu'on enchaîne pour parler d'abord de Batman Absolute. On va parler des récits qui sont sortis chez Urban Comics donc durant c'est sorti au mois de mai. Donc on va parler de ces trois récits-là et puis on parlera un petit peu de l'ensemble de la série. Ça va être un podcast plutôt libre, autant vous le dire tout de suite. Mais parlons d'abord de ce Batman, de ce Absolute Batman, donc de Scott Snyder et Nick Dragotta. Benoît, tiens, peux-tu nous en dire quelques mots ? Oui. Batman, livre, Absolute, nouvel univers. Je pense que. Ça c'est une requête Google. Voilà. ChatGPT, donc Scott Snyder, on le connaît bien puisque évidemment il a fait un énorme run au début des New 52 sur le personnage de Batman. Tu parles pas de son Batman Metal. Il a été là sur Batman Metal et Death Metal, voilà. Et Nick Dragotta, que moi je connais parce que j'adore East of West et c'est le dessinateur de cette saga que je trouve magnifique et que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. Bref, je digresse là-dessus. Oh là, on digresse, on sort, on n'a pas parlé de Batman. Oh là là là. Voilà. Donc, Absolute Batman, c'est un nouveau récit. Alors, c'est vendu comme un nouveau récit où on prend les mêmes personnages et où on repart à zéro avec une nouvelle origine, nouvel univers, nouveau quartier, nouveaux personnages, enfin, réinvention des personnages. Donc, on va pas trop en divulguer quand même parce que c'est sorti que le 30 mai. Donc vraiment le dernier jour de mai. Donc il y avait on est encore un jour après. Il y avait encore un jour. Bon, pardon, attendez. excusez-moi. Attends, janvier, février, mars, avril, mai. Ah bah oui, c'est ça. Il y avait 31. Oui. Donc du coup, on est sur un Bruce Wayne qui n'est pas riche, qui est un ingénieur, si je dis pas de bêtises, dans le bâtiment. Son papa et sa maman n'étaient pas riches puisque son père était enseignant et sa mère acteur social. Je dis pas de bêtises non plus. Et donc, il est un Batman qui est différent puisqu'il n'a pas les mêmes gadgets que dans les séries habituelles. Il a plutôt on va dire une cape qui est vraiment particulière. Je ne vais pas non plus trop en dire. Et bah, il se débrouille un petit peu comme il peut en affrontant Black Mask, qui est le premier gros méchant de ce tome. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est une présentation correcte. Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs de ce premier tome d'Absolute Batman ? Est-ce que ça t'a plu ? J'étais hypé par le premier fascicule puisque moi j'avais acheté l'édition du Comptoir du Rêve où ils ont sorti simplement les 3 premiers fascicules en noir et blanc de chaque série et j'ai trouvé ça bien, donc du coup j'avais envie vraiment de lire tous ces récits et quand j'ai fini celui-là, je me suis dit c'est bien, mais peut faire mieux parce que je sais pas, il y a des trucs qui m'ont... En fait, Nick Dragotta, j'adore ce qu'il fait, j'aime beaucoup son dessin, mais je trouve il a repompé des designs qu'il avait dans East of West, notamment pour les méchants. Du coup, j'ai trouvé ça un peu facile. On a quand même un Bruce Wayne qui est une armoire à glace, littéralement. Pour passer inaperçu, c'est un petit peu compliqué dans la vie civile. D'ailleurs, il est suivi dès le début du récit par un personnage, donc je tairai le nom, qui le repère de suite. Il n'y a même pas de transition entre le fait de qui c'est de suite, c'est Bruce Wayne. Je pense qu'on pourra dire quel est le personnage parce que c'est dans les premières pages et puis bon, on va peut-être devoir développer un peu. Bon, c'est Nightwing. Non, pardon, c'est Alfred. J'allais dire, ah bon Si ça, on peut le dire. On n'a pas vu le même récit. Non, merde, c'est ça. C'est un Alfred version militarisée, quoi.
C'est ça. Le Agent récit secret. est composé aussi donc de quelques flashbacks qui nous présentent sa jeunesse, hein, son enfance, avant qu'il y ait un événement dramatique. J'en dirai pas plus là pour le coup, parce que ça fait partie intégrante du récit. Et j'ai trouvé ces récits secondaires qui font sa backstory un peu trop détaillés. J'aurais préféré qu'il y ait quelque chose qui soit un peu plus mystérieux, qu'on dévoile pas non plus tous les secrets du bas de costume dès le début, dès ce premier tome, que ce soit un petit peu plus échelonné. J'aurais même préféré presque qu'on sache pas que ce Batman soit Bruce Wayne. Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Voilà, je suis pas sûr que le fait que Bruce Wayne soit pas riche ou apporte vraiment quelque chose au récit. Bon, On après, approche un petit il y peu a une dimension sociale différente. ouais, un petit peu, mais on a quand même un Bruce Wayne qui est taciturne, qui se connecte pas spécialement aux gens, qui utilise plus les gens qu'autre chose. Donc ça change un peu, mais pas énormément de ce qu'on avait sur le personnage. Donc c'est pour ça, c'est pas mal, c'est bien, j'attends de voir la suite, je lirai la suite, mais peut mieux faire. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus exceptionnel et beaucoup plus, je sais pas, des licornes avec des paillettes, tu vois ce que je veux dire? Voilà, Ouais, des ouais, trucs, je un te truc. je te trouve Voilà. difficile. Je te trouve Ouais, difficile. mais Oui, Alexandra, va lire vas-y. Deadpool, hein. Va lire Deadpool pour des licornes et des paillettes. Non, mais on dit, t'es pas chez c'est Marvel vrai, ici. c'est Et, vrai. et- Pas grave, t'es pas chez Marvel là. Ouais, Non, oh, mais oh, bon, oh, vous t'es avez pas chez compris. Marvel, hein, ok? Des chauves-souris avec des paillettes. On commence à m'emmerder. Voilà, chauve-souris avec des paillettes, voilà. Ouais. Attendez, j'ai pas voulu qu'on l'insulte, hein. Calmez-vous. Bah, d'ailleurs, en parlant de Marvel, c'est clairement une inspiration de ce qu'a fait Marvel avec Ultimate Marvel, le fait de rebooter les Bien personnages. sûr. Je suis Tout à fait. d'accord avec toi. En gros, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça hyper intéressant. J'étais très hypée et heureuse que Scott Snyder revient parce qu'il a quand même fait des séries longues assez intéressantes et je ne parle pas de Batman Metal. Mais pour le coup, je pense qu'il y a une notion de marketing sur le fait que toi, tu as été un peu désabusé par le fait que ça n'a pas tant changé que ça. Justement, la com, tu l'as dit en tout début, elle était très importante de la part d'Urban et de même tous les libraires qui étaient très impliqués parce que ça faisait du bien, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de changement et qu'on le disait tout à l'heure, les récits complets, ils sont un peu pauvres comme le Batman Dark Patterns. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est plutôt la refonte et de Gotham et d'Alfred, qui est très passionnante. Batman, en tant que tel, je suis d'accord, tu lui enlèves qu'il est riche. Bon, de toute façon, tout le monde en fait une affaire. Batman, c'est trop facile. Vu qu'il est riche, il peut tout faire. Bah, là, on voit que quand bien même il est pauvre, Batman reste Batman. Et c'est ça, en fait, qui est un peu perturbant dans ce titre-là, c'est qu'il est très bien, mais ça reste Batman. Enfin, il y a pas comment dire, pour moi, de grands bouleversements sur l'évolution et sur ce qu'on pensait être Batman par rapport, et je pense qu'on va être un peu, et c'est ça qui est intéressant dans ce podcast, par rapport à ce que propose Batman Absolute Wonder Woman ou Superman. Et c'est ça aussi qui est un peu perturbant, c'est que je comprends qu'il est sorti en même temps, sauf moi, en parlant avec des libraires ou d'autres créateurs, créatrices de contenu, tu ne fais que le comparer. Et donc, moi, et c'est pas du tout pour une question de féminisme, mais moi, je trouve que le meilleur actuellement, c'est Wonder Woman sur la refonte d'un personnage, de sa mythologie et de tout ce que tu as pu lire avant. Et là, Batman, j'ai bien aimé ce Batman-là, mais en termes de nouveautés, voilà, c'est Batman, quoi. Mais sur tout le reste, c'était pas mal et je suis hypée par la suite. Je trouve ça bien d'avoir pas forcément montré un méchant classique et d'être allé sur, un méchant en tout cas que le grand public connaisse. Moi, j'ai reconnu un Batman que j'ai déjà lu auparavant. Voilà. Ouais, Kevin, je te laisse la parole, vas-y. Pour ce Absolute Batman. Moi j'ai beaucoup aimé, pareil, j'étais hyper hypé par le retour de Scott Snyder justement sur du Batman. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. On a un total changement. Là c'est vraiment une version pour moi qui est, comme le dit, c'est absolute. Donc là c'est vrai qu'on a un Batman quand même ultra massif. Sa cuisse fait la largeur de mon torse.
J'ai l'impression que même ma main fait la taille de son orteil de pied. Mais voilà, on est dans une version de Batman où c'est vraiment absolute, quoi, vraiment. C'est le cas de le dire. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce changement. Parce que là aussi, on a un Batman qui a 24 ans. Il a que 24 ans d'ailleurs, et il est ultra massif. Son costume aussi, j'aime beaucoup parce que voilà, il est ultra. C'est un couteau suisse, le truc, c'est vraiment bien. Son bas de symbole, on peut l'enlever, ça fait une hache, par exemple. Et, et j'ai bien aimé aussi l'histoire. Du début à la fin, on découvre aussi les changements. Donc, on a parlé d'Alfred, on a aussi Jim Gordon, on a la mère de Bruce Wayne aussi qui est là, qu'on la découvre. Tu Et spoil puis, tout ce qu'on ne voulait pas spoiler, justement. après, je spoil pas non plus l'histoire, mais enfin, Non, mais je trouve ça amusant parce qu'à normalement, chaque tout le fois, monde a Benoît se vu. disait. Alors, Benoît disait non, je veux pas, surtout pas parler de ça. Je veux pas parler des parents, Ah je oui, veux pas parler des mais gadgets. Bon, bah, parlons de la mère, parlons des gadgets. j'ai parlé que d'un gadget. C'est vrai Ok. que c'est difficile de pas spoiler, mais bon, on Ouais, limite, non, mais on après, limite, on limite. c'est l'essentiel. Après, je trouve que je raconte pas tout non plus. C'est juste l'essentiel que on se doute, hein, forcément, et voilà, de tous ces changements. Moi, j'aime beaucoup aussi le côté où Bruce Wayne du coup n'est pas riche. Je trouve que ça apporte vraiment un changement par rapport à ce qu'on lit d'habitude. Vraiment, on a un gros changement. Euh, Oui. Ouais. j'ai beaucoup aimé aussi le côté la violence aussi du récit. Là, on a beaucoup plus de sang ou on voit carrément pareil. Là, je peux pas spoiler, hein, justement, Ouais, non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est vrai que c'est violent. mais Alors, c'est violence. ouais, c'est vraiment violent. Moi, il y a une scène qui m'a choqué. C'est pas du spoil. Je peux le dire. C'est pas vrai. Ça Tu peux la change dire rien parce au que je récit. pense qu'elle a été affichée de toute façon. Tout le monde l'a vue. Alors. Ouais, c'est possible. Mais bon, il y a quand même une scène où Batman fout un coup de pied à un homme, quoi. Ouais. Il lui shoot Celle-là, elle est dedans connue. comme s'il shootait dans un ballon. Enfin, tu dis ouais, ok, on en est là, quoi. On Tu a vois, ce, ah oui, on a ce c'est Bruce Wayne violent, qui quoi. joue au foot Mais avec un attendez, gosse, mais le gosse est. je comprends pas, vous avez pas vu ça ailleurs. Et là, j'ai Si, pas on de a nom vu en tête, ailleurs. mais bah oui. Mais du coup, en quoi c'est Ah oui, plus oui, violent ça a été ailleurs? affiché. Oui, oui, non, mais bon, Ah je oui, sais pas parce d'accord. que Non, non, mais certaines personnes ne Ah l'ont non, peut-être pas vu, donc je ah préfère oui, ok. voilà. mais Mais pour pas raconter certaines scènes, il y a quand même du démembrement. J'ai l'impression de voir plus de sang que sur d'autres récits quand même. Il y a Batman n'hésite oui, pas. c'est quand même assez violent. Ouais. Batman, il y va, hein. Batman, là, en plus vu sa carrure, là aussi tout le Mais monde il l'a tue vu. pas. Non, il tue Ouais. pas. Mais il y a quand même une sacrée hémorragie, je pense. Il y a quand même une sacrée hémorragie. J'ai quand même des doutes, hein. Je pense qu'il y a des Il y a multiples deux fractures scènes justement hémorragies, particulières mais il n'est pas où mort. je doute qu'il peut mourir quand même. Voilà. Mais vu sa carrière, voilà, comme tout le monde l'a vu au début du récit, il pète quand même un sac de boxe en deux, quoi. Il fout des coups de poing dedans, il le pète en deux. Donc, s'il vous met un coup de poing ou un coup de pied, comme on le voit, où là, ça craque vraiment beaucoup, justement pour impressionner aussi les autres méchants à côté. Donc il y va à fond, c'est du absolute. Donc moi franchement j'ai beaucoup aimé ce côté-là, ce changement. Donc voilà, même l'histoire, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte pour la suite. J'aime beaucoup aussi le côté où là en voix off, on a bien sûr Batman qui raconte un peu voilà l'histoire en off. Mais principalement, c'est Alfred qui raconte un peu l'histoire, on le voit un peu du coup de l'extérieur. Et ça apporte un plus, je trouve, à Batman, où, voilà, où on a la vision d'Alfred, comment il le voit, qu'est-ce qu'il fait. Il essaie de deviner à un moment donné qu'est-ce qu'il va faire là dans son plan. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté où c'est Alfred qui raconte et on voit avec lui ce que peut faire Batman. Voilà, on découvre certaines choses, surtout à la fin du chapitre 1, où on voit que Batman, en fait, il est pas tout T'es sur seul un spoil à. latent là, non? Je te sens. Non, non, mais justement, je me contrôle parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais on découvre quand même que voilà, c'est un Batman, malgré qu'il soit jeune, c'est quand même un Batman qui a, voilà, qui a beaucoup de compétences et voilà. Donc pour moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Siegfried, t'as aimé aussi? J'ai plutôt aimé. Déjà, je rejoins une surprise sur le fait que il y a des vrais changements sur la forme,
Et sur le fond, en fait, on retrouve un Batman qui est très classique. Et en fait, c'est surprenant parce que quand on nous promet Absolute Batman et en fait un nouvel univers partagé Absolute, même si on va y revenir, c'est assez bizarre cette idée que tous ces super-héros sont supposés se retrouver en fait dans des séries communes alors qu'on chaque volume est quand même très différent les uns des autres, donc on se demande un peu comment ça va former un univers commun, mais bref, il sera toujours temps d'en reparler ensuite. Mais là, on a effectivement par exemple le fait que Batman ne soit pas d'extraction aussi riche que d'habitude, le fait qu'ils ne connaissent pas Alfred au début. Alfred est une espèce de mercenaire, agent secret du MI6 qui doit le pister et c'est comme ça qu'ils font connaissance. Bon, voilà, c'est des changements sur le fond qui sont assez forts. De même, Batman est un ami d'enfance de plusieurs criminels assez identifiés du DCverse. Donc, il y a des choses qui, a priori, n'en font pas du tout le même Batman. Et sa mère a survécu au meurtre. Donc, ça fait quand même énormément de choses. Et au bout du compte, on retrouve quand même un Batman qui a les mêmes valeurs, qui était aussi un génie quand il était enfant, qui a exactement la même formation. C'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement brillant, dans beaucoup de disciplines, complètement polymathe, extrêmement fort physiquement. On nous dit qu'il est pauvre, mais du coup, on ne sait pas du tout comment il a pu développer pas seulement son costume, mais il y a un moment, par exemple, il, euh, il nous dévoile un tank qui est plus gros que le plus gros tank qu'il avait dans ses Dark Knight Returns. Enfin, le genre de choses qui demandent littéralement des dizaines de millions de dollars. Je parle même pas de la construction secrète. Donc, pour quelqu'un qui n'est supposé n'avoir aucun moyen, qui n'a pas d'équipe pour aider à construire, qui n'a pas d'entreprise, qui n'a pas donc qui n'a pas Lucius Fox, qui n'a pas d'inventeur, qui n'a pas d'ouvrier secret, qui n'a pas de division pour concevoir tout ça, on se demande un peu d'où ça vient. Donc, finalement, c'est aussi des facilités pour nous faire croire qu'on a un Batman plus différent qu'en fait qu'il ne l'est vraiment, parce que c'est exactement le Batman habituel, à part que à part qu'il est plus un peu plus brutal, mais pour quelque chose qui s'est limité effectivement, le renouveau qui avait été Ultimate le Marvel Ultimate en 2000, ça c'est surprenant. D'autant que c'est amusant parce que Ultimate vient d'être relancé par Marvel là l'année dernière en 2024. Donc on sent qu'il y a une volonté quand même de faire leur propre Ultimate, mais sans parvenir à se départir tout à fait de ce que sont leurs super-héros. Donc, ça, pareil, on y reviendra pour les autres personnages parce que pour moi, c'est un peu une constante qu'on prétend avoir du renouvellement, mais à chaque fois, en fait, on n'a pas tant de renouvellement que ça. Et bon, à mon avis, ça atteint quand même une certaine limite. Mais bon, en tout cas, c'est surprenant parce que Scott Snyder, dès sa préface, il nous dit que avec Absolute, c'est un des meilleurs moments de sa carrière. Il en parle vraiment comme ça. Et il dit travailler avec les créateurs les plus extraordinaires du monde des comics. Pour que ça n'aboutisse qu'à ça, c'est un peu surprenant. Mais quand je dis qu'à ça, je ne veux pas non plus être méprisant parce qu'en soi, c'est assez agréable à lire. Et comme dit, cette brutalité de Batman, elle est quand même plutôt agréable. Pour le coup, on l'a pratiquement jamais vu aussi brutal. Il est même beaucoup plus brutal que dans ce qu'on pouvait voir chez Miller, par exemple. Il est même d'une brutalité prétendument non létale. On se demande à plusieurs moments comment est-ce qu'elle peut ne pas être létale. Il triche un peu comme ça avec la non-létalité, mais enfin bon, ça fait partie aussi d'un côté fun parce que c'est Scott Snyder. Hein. Et on retrouve vraiment cette Pat Snyder aussi comme on lit, dans le fait qu'il shoot un moment dans une espèce enfant avec beaucoup de guillemets, ou qu'il coupe des mains. Il y a un côté fun décomplexé qu'on retrouve pas non plus dans les autres séries absolutes, mais qui pour le coup rejoint quand même ce que Snyder aime faire, surtout ce qu'il aimait faire dans les Batman qui rit, Metal, Death Metal, etc. Bon, au moins il y a une patte du scénariste avec un trait qui est quand même plutôt chouette, qui effectivement change un peu du tout venant des comics. Il y a beaucoup de très bonnes idées. Je trouve que cette manière de réutiliser son costume de façon différente pour une nouvelle brutalité et pour un Batman qui assume vraiment la volonté de faire peur, de faire peur pas seulement par son costume, mais aussi peur par la violence qu'il exerce. Ben oui, ça rejoint l'ADN de Batman, d'avoir un vrai Batman vraiment terrifiant et qui effectivement met tous les moyens à ses dispositions pour être vraiment terrifiant, même si comme sa mère a survécu et comme il a l'air quand même plutôt sain dans le civil, on se demande un peu d'où vient cette brutalité. À mon avis, là, il y a un truc qui est pas tout à fait cohérent psychologiquement. Pourquoi est-ce qu'il est encore plus brutal que le Batman habituel alors que finalement il a moins de raisons de l'être et qu'il paraît moins troublé psychologiquement dans sa vie civile. Bon, il y a des petites choses qui sont des facilités, mais bon, ça reste très agréable à lire. Est-ce que finalement c'est pas plus divertissant qu'intéressant? À mon avis, on s'oriente vers là. En tout cas, j'aime beaucoup le fait de découvrir aussi Batman par Alfred, parce que voir un Alfred qui doit quand même avoir une bonne cinquantaine d'années, qui est un agent chevronné, qui a l'air apparemment d'être quand même le meilleur agent d'une des meilleures forces secrètes du monde, et qui n'arrête pas de dire à quel point il admire ce Batman qu'il découvre, et qui, même s'il est tout jeune, a une force pas seulement physique, mais aussi une force de volonté qui force le respect. À chaque fois que Alfred théorise cette idée que, en gros, quand tu combats, quand tu es un bon combattant, tu as en gros deux options qui sont je vais de l'avant et puis je mets une retraite stratégique. Et à chaque fois qu'il s'attend à ce que Batman se livre à une retraite stratégique, il admire que Batman aille toujours de l'avant, mais pas juste dans une témérité un peu stupide, aussi parce qu'il sait exactement ce qu'il fait et qu'il allie donc à la fois brutalité et une brutalité presque téméraire
mais avec une intelligence aussi, de conception, de planification de ce qu'il est en train de faire. Et cette manière d'impressionner même Alfred, je trouve que c'est une manière de raconter le personnage de Batman par un regard extérieur qui est plutôt intelligente et qui nous aide aussi à admirer Batman davantage que si on le suivait juste au premier degré. Donc c'est pas mal, de même que j'aime forcément toutes les références qui pour le coup sont vraiment assumées au Batman de Miller. C'est presque une espèce de variante de The Dark Knight Returns, hein. Enfin c'est l'espèce de logo de Batman très rectangulaire, c'est exactement le logo que Batman peut avoir. Pas forcément dans Returns, mais à partir de Strikes Again et puis dans les suites par exemple, il a une espèce de tank à la fin. Enfin, il y a beaucoup de références qui sont très explicites dans une volonté d'avoir une espèce de Batman millérien mais plus fun. Dépolitisé aussi, hein, parce que clairement, ça raconte pas grand-chose de politique, mais c'est un divertissement qui est très joli à regarder. Chaque scène où Batman est brutal est vraiment très impressionnante, très agréable graphiquement. C'est vraiment quelque chose d'assez abouti. Je trouve qu'on retrouve effectivement ce qu'on pouvait vouloir retrouver chez un vrai scénariste. Snyder fait du Snyder, dans le bon comme dans le mauvais, mais plutôt dans le bon quand même. Ouais, pour quelque chose qui est chouette, mais qui peut être un peu décevant quand on s'attend quand même à du Ultima, une espèce de DC Ultimate. C'est gentil, et ça tient pas tout à fait toutes ses promesses de renouvellement et de réinvention. On va voir quand même comment ça continue. Là, comme dit, là pour l'instant, il affronte son premier super vilain. Comment ça va être dans la suite, dans ses prochains super vilains, quand il va aussi prendre la bouteille, s'allier à Alfred, probablement commencer une construire un DC-verse. Qu'est-ce que ça va aussi être avec ses amis pour l'instant? Je trouve ça chouette que justement il soit ami d'enfance avec tous ces anciens super vilains, mais comment est-ce que ces amitiés vont se développer sans qu'on se retrouve non plus dans le cliché, on va voir. Et surtout, on sait encore une fois que ce Batman va devenir va s'allier à la Absolute Wonder Woman et à l'Absolute Superman pour affronter a priori Darkseid. Et comment est-ce qu'on va réussir à faire coexister tout ça sans forcément sombrer dans quelque chose d'extrêmement banal et basique de c'est le personnage qui est supposément différent, mais finalement il reforme Justice League pour affronter un super vilain qu'on connaît déjà, et voilà, c'est exactement comme d'habitude. Voilà. J'ai des appréhensions, mais bon, pour l'instant en tout cas, cette espèce de promesse une espèce de one-shot, un peu Elseworld est plutôt réussi, et j'aurais limite préféré que ça soit une espèce de d'Earth One ou Earth Alpha Batman par exemple, davantage qu'un Absolute Batman qui en fait appartient à l'arc Absolute Power et va en fait rejoindre le Justice League Unlimited de Mark Waid dans une espèce de gros fatras cosmique à la fin, parce que là j'ai vraiment peur de ce à quoi ça va aboutir, même si pour l'instant, tant qu'on retrouve cette patte un peu autorisante, c'est agréable à lire. Ouais, c'est plutôt kiffant. Benoît, justement, Alex et Siegfried l'évoquaient. Est-ce que ce Absolute Batman, c'est un peu le meilleur de Snyder? Je sais pas. Moi, j'avais bien aimé le début de son run avec la cour des hiboux. Tu vois, je suis plus là-dessus sur Ouais. Snyder. Tu vois, au niveau, à un moment donné, il y a une guerre civile dans ce Absolute Batman, et finalement, ça me fait penser à American Nightmare. Il y a plein de concepts en fait qui arrivent dans ce truc-là où c'est une redite simplement modifiée, un peu juste collée à l'univers de Gotham. Il n'y a rien de neuf en fait. C'est un peu du repompé. Donc non, je pense pas qu'on puisse dire que c'est le meilleur récit de Snyder. Ouais, ok. Alors, est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur Ouais. Superman peut-être? Comme ça, Allez. on fait un peu les trois récits, puis après on pourra parler de DC Absolute en global. Avant d'enchaîner sur Absolute Superman, Alexandra doit nous quitter. Du coup, Alex, je te souhaite une bonne fin de journée. Attends, du coup, on peut faire les notes avant qu'elle parte. Ouais. Alors les notes, vous voulez qu'on note les trois récits ou juste l'Absolute Batman? On note les trois récits? Juste celui-ci, oui. Celui-ci, Oui, allez. Les trois, Ok, oui. alors note Oui, d'Absolute les trois, on peut faire les trois. Absolute Batman, allez. Alexandra, vas-y, donne-moi ta note. Ah, il n'y a pas de micro. En plus, j'ai rien dit parce que je disais, oh là là, je sais pas. Je vais mettre. Il faut choisir. J'ai beaucoup râlé, mais en fait, c'était bien. Je vais mettre 4. 4. Benoît. Allez, 3,5. 3,5. Kevin. Moi, je mets 5. 5. Siegfried. Comment tu peux mettre 5 à l'autre et mettre 5 à ça? Kevin, je ne te comprends pas, je pense que c'est dans le prénom. J'ai bien aimé Dark Pattern, j'ai bien aimé Absolute Batman. Donc, Kevin, quand il kiffe, c'est tout. Voilà, un agent infiltré d'Urban Comics, en fait. Non, je comprends. Non, j'ai descendu Absolute Power, tu peux pas dire ça, je l'ai descendu. Ouais, faut bien que tu fasses illusion.
Pour ma part, je vais lui donner un 4. Donc, du coup, je fais ça divisé par 5, ça nous... tac. Hop, c'est ça, divisé par 5, ça nous donne une moyenne de 4. Voilà, Ouais, c'est pour bien. ce Absolute Batman. Voilà, les amis, pour ce récit-là, on va parler d'Absolute Superman un petit peu, d'Absolute Wonder Woman, et donc, du coup, Alexandra doit nous quitter. Alex, merci pour ta participation, et puis à très bientôt. Des bisous. Ça fait à bientôt. Salut. Salut. Alors, maintenant qu'on est débarrassé d'Alex, non, Alors, les Alors, du notes, coup- on reprend. C'est pas gentil. Du coup, les amis, je vous propose d'enchaîner avec Absolute Superman. C'est rare, hein. C'est rare comme ça, dans ce Ah format-là, un peu de review, qu'on parle de Superman, les amis, sans qu'il y ait du Batman Pas- dedans. C'est pas bien prévu que une c'est petite du musique, du Absolute et qu'il faut le faire dans ce Bat Talk, hein. Allez, du coup, je passe la parole à Kevin pour nous parler de ce Absolute Superman. Est-ce que tu as kiffé? Oui, j'ai beaucoup aimé aussi celui-ci. Ah, ça va être un 5 Promis, sur je ne 5. suis pas... Je sens arriver le 5, les amis. Promis, je ne suis pas payé par Urban Comics. Alors, Je s'il dis te plaît, rien. déplace ta caméra, je veux voir François Hercouet comme ça avec un flingue à côté de toi. Non, il n'y a rien du tout. Non, après, voilà, on n'aime pas, hein. Bien sûr, bien sûr. Bien chacun sûr, ses- mais ses bien goûts. sûr. Mais pour moi, ce Superman, alors, pardon, j'ai été perturbé du coup par ce chèque. Tu viens de Mais, recevoir le virement, c'est ça? Il a reçu la notif sur son téléphone, tu sais. Vous avez reçu le virement. Cling, cling. Oh, la réputation que vous allez me mettre, quoi. Je suis bien payé, quoi. Non, alors, tome 1, les poussières de Krypton. Alors, on a deux histoires dans ce récit. On a l'histoire du coup, pareil comme dans le Absolute Batman, on a des flashbacks où quand Superman était petit, parce que là, bon, on peut le dire, Superman a connu Krypton. C'était pas un bébé au moment où il est parti. Il devait avoir à peu près 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, il Ouais, a pu connaître un ouais. peu... Peut-être même la c'est- quinzaine, c'est- non? Pas loin, quoi. Ouais, peut-être un peu plus jeune quand Un même. peu je moins, pense, peut-être. ouais. Bon, allez, 12, mais parce que c'est vous, hein. Allez, c'est parce Ouais, que c'est allez, vous, 12, vous le faites. 11, allez, on va, ouais, 12, 11. Allez. Et j'ai trouvé du coup que cette partie-là était quand même assez intéressante parce que du coup, ça change quand même beaucoup parce que là, Kal-El a pu découvrir un peu sa planète, l'aimer, l'adorer, adorer ses voisins, voilà, connaître des gens, tout ça. Il y a son chien Crypto aussi, voilà, il a pu connaître un peu tout ça, connaître surtout ses parents. Du coup, c'est ce qui change beaucoup. On a aussi sur cette partie-là de l'histoire où les parents de Superman, alors sans spoiler, sont, Ça va être toujours sont en- l'exercice un peu difficile, ouais, ce soir. Non mais là, je vais me faire disputer par Glyphrid, moi je fais attention. Donc ils sont pas dans la haute catégorie en fait des gens, des Kryptoniens. Là, ils sont en bas de l'échelle. Le S de Superman ne signifie plus du tout espoir. Donc là, on a pareil un gros changement. Le S de Superman, ça signifie la classe ouvrière. On a une classe ouvrière et une classe scientifique. Donc la classe scientifique, bien sûr, elle est au-dessus. La classe ouvrière sont considérées comme des enfin, si, limite Des des terreux, esclaves, quoi, parce des que voilà, cutéreux. voilà, ils travaillent dans les mines, dans les champs. Voilà, on peut dire que c'est les paysans qui travaillent, qui mettent la main à la pâte. Voilà, donc c'est ce symbole S. Tout le peuple qui travaille vraiment ont ce symbole-là. Et du coup, les parents de Superman donc travaillent là-dedans. Sa mère est mécano et son père travaille dans les mines. Donc voilà, donc on a beaucoup de changements. Et tout au long de ce récit-là, justement, sur chaque chapitre, on va avoir ces flashbacks qui vont montrer ça. Jusqu'au voilà, enfin voilà, j'allais spoiler mais je ne dis rien. Ensuite on a l'autre histoire où justement on a Clark Kent donc qui est sur la planète Terre, où là aussi on a beaucoup de changements. Ce Superman là, je pense que là on découvre donc ses premières années, hein, c'est voilà, les gens le découvrent dans ce récit là un peu comme nous.
il défend sur la planète la classe ouvrière. Là, il n'y a pas de. C'est pas comme notre Superman où là, il va sauver voilà, des gens qui tombent d'un immeuble ou en feu. Non. Là, dans ce récit-là, il est uniquement concentré sur les gens qui travaillent parce que on a Lazarus, un groupe qui s'appelle Lazarus, qui, donc, comme a fait sur sa planète Krypton, maltraite les gens pour travailler dans les mines, pour récolter justement du diamant et tout ça. Donc, lui, il va défendre ces gens-là, il va les protéger contre une armée donc de Peacemaker, j'ai du mal à le dire, de Pacemaker, hein, c'est ça? Peacemaker. Peacemaker. Peacemaker, voilà. Pacemaker, c'est pour le cœur. Ouais, c'est ça. Voilà. De Pacemaker. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. On a aussi beaucoup de changements par rapport aux autres personnages. Donc on a, je n'en citerai qu'un, donc qui est Lois Lane, voilà, qui déteste écrire par exemple. Mais voilà, elle va se découvrir ce talent-là. Enfin, au début, on nous annonce que justement, elle déteste écrire. On a un Superman quand même timide, qui parle tout doucement, qui se cache. Voilà, au début, il met un peu sa capuche. Il a un peu les cheveux longs là, comme on le voit. Donc, il est vraiment. Il a pas grandi dans la ferme des Kent. Enfin, on pense qu'il a grandi, mais pas vraiment. Et en tout cas, il a plus voyagé sur la planète Terre pour découvrir des choses, parler plusieurs langues, tout ça. Donc voilà, on est sur ce style de Superman-là. Pareil, au niveau du costume, j'adore beaucoup. C'est le côté que j'adore beaucoup là chez le côté de Batman et Superman, c'est les costumes qui changent un peu. Là, on a, on va dire, une sorte d'IA kryptonienne dans le costume de Superman qui s'appelle Sol et qui va l'aider, qui va justement parler avec lui, voilà, tout ça, justement où il a un côté aussi fonctionnel, c'est sa cape, c'est pas une cape en fait, c'est de la poussière solaire de Krypton, qui est assez impressionnante, je trouve, parce qu'à chaque fois quand Superman débarque quelque part, il défonce le sol, il y a une fumée rouge qui apparaît, voilà, donc c'est assez stylé, moi je trouve. Et donc voilà, c'est un costume qui va l'aider, un peu à la Alfred, voilà, qui est assez sympathique à avoir. Et voilà, après, c'est vraiment une intro. Je pense qu'on en saura plus sur le tome 2. Donc là, on apprend beaucoup sur son passé, sur ce qu'il fait exactement là. Donc là, on le découvre vraiment. Il n'y a que 5 chapitres. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire très sympa à découvrir. Après, à voir le reste, parce que comme je l'ai dit, là, c'est une intro. Ouais. Après, au niveau des dessins, c'est on a. introductif, ouais. Voilà, c'est vraiment très introductif. Rafa Sandoval est au dessin du début à la fin et franchement, c'est incroyable le boulot qu'il fait. Franchement, pour moi, je trouve que rien que la cape, déjà au niveau des couleurs, la façon dont dessiner la fumée de la cape et tout ça, franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ou même tous les personnages, franchement, c'est vraiment très bien dessiné et j'ai hâte de découvrir la suite. Ouais. Siegfried, tiens, dis-nous ce que toi t'as pensé de ce Absolute Superman, tome 1. Alors, j'ai pas du tout été convaincu. Ah Bon, par plein de choses. Bon, déjà, le style de Rafa Sandoval, je trouve effectivement magnifique sur ce volume. Le seul problème, c'est qu'il a un style, pour le coup, vraiment très comics dans ce qu'on identifie comme étant le style comics de super-héros, alors même que, on l'a dit, sur Absolute Batman, il y avait un effort pour faire un écart de stylistique par rapport aux normes. On retrouve cet écart sur Absolute Wonder Woman, je parle même pas d'Absolute Martian Manhunter, par exemple, ou même Absolute Green Lantern. Donc à chaque fois, il y a des volontés d'avoir des styles graphiques qui font souvent plus indé ou en décalage avec le style comics habituel, alors que là, on est vraiment en plein dedans, ce qui peut surprendre. En plus, pour assumer une histoire qui est vraiment hard SF, mais hard SF à un point presque étonnant, parce que cette théorisation de ce qu'est Krypton, ça rappelle énormément de choses, dans le sens le plus caricatural du terme. Je veux dire que même Divergente ou Red Rising, par exemple, qui ont des sociétés de caste dans un univers un peu SF, n'oseraient pas aller à ce point dans la caricature, et pourtant c'est déjà des univers qui sont un peu caricaturaux. C'est vraiment, oui, effectivement, c'est pas juste une division en caste, c'est une division en caste qui est également hiérarchique. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit une espèce d'univers un peu je sais pas, un peu la Star Trek par exemple, où on aurait pu s'attendre à quelque chose de très rationnel par exemple, où effectivement on identifie les gens par rapport à leurs capacités. Et les ouvriers ont leur spécialité parce qu'ils ont une force physique et un développement corporel qui les prête davantage ce travail-là, mais toutes les castes seraient plus ou moins théoriquement égales. Non, là c'est vraiment que les ouvriers, non seulement ne font que ça, mais sont en plus en bas de l'échelle. Pour une société qui finalement est à la fois
très humaine dans ses comportements. Il y a pas, c'est pas du tout un comportement. Non seulement les personnages ressemblent à des êtres humains, mais ils ont un comportement totalement humain. Mais en plus, une humanité complètement caricaturale, parce que voilà, des humains qui se créent en caste hiérarchique à ce point figé, ça raconte pas grand-chose de vraiment intéressant. Même si je comprends que le but, c'est du coup de dire que finalement Krypton ressemble un peu à la planète Terre, puisqu'on a on a de même un système nous aussi, on a un système d'exploitation capitaliste qui se voudrait un peu plus fin, mais qui dans ce comics-là est tout aussi caricatural en fait, parce que de même, on a les ouvriers sont dominés aussi par une espèce de méga corporation qui les. Donc finalement, ça raconte pas grand-chose sur la Terre, parce que même le portrait de la Terre est caricatural dans ce comics, et à fortiori, ça ne raconte rien sur Krypton, parce que Krypton est un peu à l'imitation caricaturale de ce qui se fait de caricatural sur cette Terre caricaturale. Finalement, je sais pas trop à quoi ça sert. À part, pour la raison un peu louable, effectivement, c'est ce qu'on disait, de raconter un Kal-El qui a déjà un peu grandi enfant sur Krypton. Encore qu'on n'arrête pas de dire qu'il est déjà en marge de cette Krypton, parce que, par exemple, il refuse d'utiliser une espèce de système d'IA, on imagine, pour écrire ses devoirs, parce que lui, il aime Ouais, il veut écrire. pas utiliser ChatGPT. C'est ça, parce que lui, il aime écrire, donc c'est pas très subtil. J'aime bien qu'on nous dise qu'à la fois Lois Lane et lui, alors qu'ils ont des parcours totalement différents, adorent l'acte de création d'écriture. C'est dit sans subtilité, mais au moins cette idée, elle est plutôt sympathique quand même. Mais déjà, voilà, on le met complètement à l'écart de tout le reste. Donc finalement, qu'il ait grandi dans cette société ou qu'il n'ait pas grandi dans la société, ça ne change pas grand-chose pour lui. D'autant qu'on suggère, mais c'est pas encore raconté tout à fait, qu'il a peut-être quand même été élevé plus ou moins par les Kent, mais ça va être vu après. Et là, pareil, vous dites, mais on a un volume complet, et en fait, à la fin de ce volume complet, on n'est toujours pas sûr de savoir s'il a grandi chez les Kent ou pas. Oui, parce que la moitié de ce volume, c'est Superman à l'époque contemporaine, qui donc essaie d'aider plus ou moins des ouvriers. En fait, on sait pas trop, parce que il essaie de les aider, mais du coup, il mine tous les diamants à leur place en une seule nuit. Ce qui fait que quand les ouvriers arrivent le matin, ils peuvent sortir d'emblée avec les diamants. Et évidemment, la méga corporation se dit, mais c'est pas possible, il y a un problème. Et du coup, est encore plus oppressive. Donc en fait, c'est la pire manière de les aider possible. On se demande comment quelqu'un qui a autant voyagé pour arriver à aider les âmes et à les comprendre peut faire quelque chose d'aussi bête. Et à l'autre moitié donc de ces récits, ce sont ces flashbacks. Mais du coup, c'est beaucoup trop, je trouve, de consacrer la moitié de ces récits à des flashbacks, d'autant que ces flashbacks, passé les premières pages, on voit exactement où ça va, ce que ça raconte. Il n'y a pas beaucoup de surprises, et donc ça ne fait que déployer quelque chose un peu automatiquement qui va pas très loin. L'autre problème étant que, comme je l'ai dit, donc on ne sait pas trop quel est le statut exactement de Lazarus. A priori, c'est pas juste une corporation capitaliste qui exploite ses mines, parce que il semble avoir des mines dans le monde entier, mais ils ont aussi donc les Peacemakers, qui n'est plus un super héros vilain, mais qui est vraiment une espèce de nom générique pour des super soldats. Et a priori, Lazarus serait possédé par Brainiac, et il y a une espèce de soumission politique par cette espèce de milice armée à cette intelligence supérieure qu'est Brainiac. À la rigueur, ça peut être intéressant, parce qu'on peut voir que devient un Kryptonien face à Brainiac. C'est que le Kryptonien Superman lui-même vient d'une société rationalisée avec énormément de guillemets. Mais du coup, on a l'impression que le monde en fait appartient à Lazarus et donc à Brainiac. Sauf que ça n'a strictement aucune incidence, c'est jamais évoqué dans Batman par exemple ou dans le Wonder Woman. Donc, alors qu'ils ils sont beaucoup trop importants pour qu'on n'en parle pas, et on est aussi dans une société une Terre très futuriste qui ne colle pas non plus avec ce qu'on voit dans Wonder Woman ou Batman. Donc encore une fois, pour quelque chose qui est supposé former un univers partagé à la fin, ça me laisse très dubitatif. Puis bon, il y a énormément de problèmes de dialogue. Là, il y en a un qui m'avait marqué. Quelqu'un lui demande à Superman comment tu t'appelles. Superman lui dit, j'ai vu les merveilles de votre monde, mais pour quelle cause combattre? Bon, déjà, tu réponds pas à la question. L'autre lui dit, il faut combattre pour la vérité. Ouais, super, bravo pour ce dialogue hyper théorique qui raconte rien. Et Superman lui dit, j'ai du travail, et il part. Il n'y a absolument rien qui va, ça manque totalement de naturel. Toutes les vocations sont vraiment insérées au forceps, et ça vaut pratiquement pour tous les dialogues où toutes les situations sont un peu automatiques, sont déjà clichés, sont déjà vues, y compris la rencontre entre Superman et Lois Lane qui tente de renouveler des choses, mais qui ne renouvellent pas grand-chose. Et pour un Superman qui se veut neuf, et ça c'est ce que j'ai sur Batman déjà, finalement, on a une espèce de Superman qui est bienveillant, qui est souriant, alors qu'au début, justement, on se dit, tiens, c'est un Superman un peu plus dur. Ça, c'est intéressant. C'était un peu la promesse absolue, justement, d'ailleurs. Il y a la promesse éditoriale, c'est que, imaginons que les super-héros, au lieu d'avoir grandi au paradis, entre guillemets, ont grandi en enfer. Et donc, tous ces super-héros sont supposés émerger d'un monde beaucoup plus dur que leur monde habituel. Éventuellement, sauf que là, ce Superman qui pouvait sembler dur au début, en fait, s'avère tout à fait souriant et porteur d'espoir, et avec une volonté de changer les choses. Bref, c'est exactement le Superman qu'on connaît, malgré tous les efforts qui ont été faits pour essayer de lui donner un background différent. Bref, voilà, tout ça pour dire que pour moi, c'est un truc qui ne fonctionne pas en termes
d'univers en soi ne fonctionne pas en termes d'univers avec le reste du DCverse, qui manque vraiment de subtilité d'écriture. Et pour moi, Aaron, ouais, c'est pas vraiment foulé et qu'il ne parvient pas à raconter un Superman différent. Et ouais, il y a ça me gêne. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Benoît, vas-y, donne-nous ton avis sur ce Absolute Superman. La partie Krypton, j'ai trouvé ça un peu rafraîchissant par rapport au reste. Ouais. Et je serais plus intéressé par un récit où justement ça se passe entre, je vais dire entre guillemets, la fin de Krypton et son arrivée sur Terre. Ça m'intéresse. Le fait qu'ensuite il soit le protecteur des travailleurs dans la mine, etc. Bon, ouais, ça change pas énormément. Le fait que tu fasses de Lois Lane une mercenaire ou dans tous les cas un soldat, bon, pourquoi pas. On l'a vu dans ces rôles-là, dans plein d'Elseworlds récents. Ouais, c'est plus le costume à la limite qui est un peu novateur. Voilà. Mais finalement, on n'est pas loin. Je mets des guillemets. On n'est pas loin quand même d'une version à la Zack Snyder. Hein. On n'en est pas si loin que ça. Hein. Donc, C'est-à-dire, qu'est-ce qui te ramène à ça? bah, t'as le questionnement du personnage, t'as le costume qui est plus dans un costume de cérémonie, tu as ce côté où il se questionne en permanence. Donc voilà, t'as un peu ce truc-là qui revient. Euh, on a aussi un peu des doutes sur savoir est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs aussi importants que son homologue dans l'univers normal, puisqu'apparemment il a quand même beaucoup besoin d'être au soleil ou de récupérer d'énergie solaire. Donc ça peut être intéressant. Moi, j'attends de voir. Pour l'instant, c'est pas mal. Mais j'attends vraiment le second volume pour vraiment me faire une idée. Parce que, ouais, je sais pas, j'attends vraiment plus une histoire entre son départ de Krypton et son arrivée sur Terre. Ça pourrait peut-être plus m'intéresser que finalement de retomber dans une histoire où il va affronter Brainiac avec déjà des villes qui sont déjà sous cloche, etc. On est peut-être sur Ouais, t'as un... l'impression d'avoir déjà vu ça, en fait. Ouais, Alors que la ouais, promesse, c'est d'avoir quelque chose de différent. ouais. Ok. En plus, c'est vrai que ça aurait fait un premier volume vraiment intéressant qu'on ne soit qu'à Krypton. Déjà, ça aurait permis de Mmh. raconter davantage sur Krypton que ce truc un peu caricatural. Et ça aurait évité de chaque fois sauter dans chaque volume entre une moitié Krypton et une moitié Terre contemporaine, ce qui empêche d'adhérer à une version et à l'autre. Et ça empêche aussi de raconter une histoire originale et intéressante. Bon, bah, effectivement, tout un volume uniquement sur Krypton qui développe la société kryptonienne, ça nous aurait donné davantage, donné une impression de fraîcheur, qui aurait ensuite justifié un peu ce nouveau Superman et d'où il vient, plutôt que cette espèce de mélange qui, en fait, échoue à raconter les deux versants pour aboutir à un truc vraiment beaucoup trop classique. Et puis la Ouais, cape, non, après, on peut se dire que l'idée de la cape c'est marrant parce qu'on a une espèce de cape magique semi-consciente qui parle. Bon, soit. On sent surtout que l'idée c'est de mettre une touche de légèreté pour que Superman ait quelqu'un qui parlait parce que sinon il est tout seul. Et effectivement, sinon on aurait un Superman un peu trop Snyderien qui serait toujours dans son coin et qui parlerait à personne. Bon, bah là du coup il parle à sa cape. Oui. oui, Bon, après, ça amène ce côté un peu nanotechnologie, oui, mais voilà, justement, futuriste, on sent voilà. vraiment que Aaron s'est demandé, mais comment je peux insuffler du nouveau? Bon, ben, je vais insuffler du nouveau avec une cape intelligente qui parle, mais ça, on sent plus le gadget pour faire nouveau qu'un truc qui vraiment se justifierait par le personnage, par l'intrigue. D'autant que quand on parle de toutes les parties kryptoniennes, on n'insiste pas tant que ça sur le fait qu'on ait des objets comme des capes qui peuvent être semi-conscientes. À la rigueur, ça peut être intéressant justement de se dire que l'une des grandes technologies de Krypton, c'est de voir ce genre d'objets qui sont semi-conscients. Ça aurait donné quelque chose de beaucoup plus organique au lien entre Superman et sa cape. Là, on ne sait pas trop ce que c'est, à part une espèce de gimmick. Bon. Non, mais ça aurait pu être très intéressant d'avoir un truc purement spatial, quoi. Vraiment un Superman qui voyage dans l'espace, etc. Ça aurait vraiment changé la donne. Même ce qui arrive à la fin du récit serait pu aussi... finalement, il se retrouve avec un espèce de statu quo qu'on connaît, alors que ça aurait pu être très intéressant d'avoir justement... autre chose, je ne vais pas trop en dévoiler, mais il y aurait pu avoir une autre direction prise. Ouais, voilà, c'est timide. La proposition est timide. Voilà, c'est ce que je cherche. C'est timide, mais c'est vrai que ça se concentre beaucoup plus sur les travailleurs vraiment qui sont maltraités dans leur travail. Voilà, c'est très concentré là-dessus. C'est aussi pour ça. Et j'aimerais aussi revenir sur un truc, le fait qu'il mélange aussi les deux récits, Krypton
et le présent, je trouve que ça aide aussi à comprendre un peu le personnage de Superman. Comment est-ce qu'il a vécu son arrivée sur Terre? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Voilà, ça permet de se rapprocher un peu plus de lui. Oui, et puis on a la même trame sur les 3 absolutes, hein, du coup, que ce soit Voilà, Wonder on a la Woman, même on va chose. en parler après, Batman et Ouais. Superman, on a à chaque fois effectivement alternance de leur passé pour comprendre un peu le personnage et nous, en fait, nous repérer en termes de différence dans l'univers par rapport à ce qu'on connaît déjà. Mais justement, Donc, c'est plutôt Ça, un c'est ce problème que je que voulais tu dire. dises que les 3 volumes d'Absolute ont exactement la même structure où chaque fascicule est divisé entre une partie flashback et une partie contemporaine. Chaque fois, c'est du contemporain un peu in medias res, on commence directement avec le personnage qui est établi et qui combat, et puis après l'autre moitié c'est des flashbacks assez lourds. Ça veut dire que les trois scénaristes qui sont supposés être 3 scénaristes stars ont exactement la même structure parce que chaque fois ils se sentent obligés de revenir aux origines et de les étaler longuement. Bon, c'est pas terrible. Et en l'occurrence, c'est vraiment beaucoup plus appuyé que dans le Batman par exemple, où les évocations flashback étaient quand même un peu plus subtiles et venaient davantage en renfort de l'intrigue. Là où là vraiment c'est forcé, on a vraiment une moitié sans qu'il y ait rien qui justifie de ce retour en arrière. Et mais je suis Ça d'accord hein, que permet ça permet de mieux comprendre le Superman, ça je suis entièrement d'accord, mais c'est aussi ce qu'on disait justement avec Benoît, c'est que ça aurait été pas mal d'avoir un volume complet ou à la rigueur plusieurs fascicules complets où on est vraiment qu'à Krypton et où on essaie, oui, on raconte ça de façon plus linéaire parce que là, ça fait une espèce de scénario qui se veut malin où regardez, vous avez Superman, vous savez pas exactement qui c'est, donc je vais parfois vous raconter un peu qui c'est, mais de façon très étalée, peut-être au bout de 500 pages, vous connaîtrez enfin un peu son enfance et vous saurez s'il a été au Kansas ou pas. Bon, bah peut-être qu'au lieu de faire son malin, c'est bien ensuite de raconter une histoire et de commencer par le début. Et là, effectivement, on pourrait davantage comprendre le personnage. Bon, mais après, je Ça- comprends hein, tout à fait ce plaisir-là, mais voilà, ça aboutit aussi à du coup effectivement 3 volumes qui sont à la fois obligés de revenir sur les origines et de raconter une histoire et qui peuvent faire sembler répétitives à imiter la même structure les unes que les autres, alors que ce sont trois volumes en plus qui en français sortent en même temps. Disons que c'est pas l'impression d'originalité qui va étouffer cette nouvelle absolute en français en tout cas. Mais après, ça permet aussi ces côtés flashback, ça permet aussi aux nouveaux lecteurs comme aux plus anciens comme nous de constater quand même les différences. Là, voilà, on a vu que le Batman, voilà, c'était quand même assez différent de ce qu'on connaît vraiment. Ça change beaucoup. Là, pour Batman, c'est dans un zoo. Là, pour Superman, on le découvre, voilà, sur Krypton. Ça permet tout de suite, dès le premier récit, de montrer aux gens, au niveau lecteur et aux anciens, que voilà, on a fait ça comme différence. Il y a ça qui va changer, et ça permet aussi d'installer des choses aussi pour la suite, de se dire. Pour qu'après, voilà, ouais, d'avoir une on lance le vision truc, peut-être un quoi. peu plus d'ensemble, mais ouais. Voilà. Alors, quelle note on donne à ça? La note, les amis. Tiens, vas-y, Kevin. Bah, moi, je mettrais, non, je mets 4 parce qu'il y a un côté introduction. Voilà, l'histoire est pas complètement lancée, donc je mets 4. Ok, 4 pour Kevin. Benoît, 3. 3 3. pour Benoît. Siegfried. Ah oui, j'oublie, pour moi, plus grande qualité de Superman, c'est qu'on montre un Superman qui est déjà rebelle par nature et qui, déjà à Krypton, déjà enfant, était un marginal et rebelle. Et ça, je trouve ça chouette. Et ben, j'aimerais que ça soit vraiment appuyé, parce que bon, pour l'instant, on le sent pas trop, parce que oui, le Superman qui lutte pour les pauvres contre les riches, bon, ça fait partie de C'est l'ADN de Superman. Mais si on pouvait davantage continuer de sentir ce côté rebelle qui est inhérent à cette version du personnage et montrer que vraiment ça fait partie d'un nouveau Superman et pas juste des Superman tels qu'on connaît, ça pourrait être chouette. Pour le coup, c'est la seule chose que j'ai pu apprécier un peu davantage. Mais sinon, je mettrais un 2 sur 5. 2 sur 5. J'ai cru que tu allais monter à 3 parce que du coup, tu avais apprécié cette Certainement partie-là, pas. mais non. Bah non, justement, c'est ça qui fait les 2 points. Et pour ma part, je lui mets un 3,5. Voilà, j'ai plutôt aimé aussi. Même si je vous rejoins sur la plupart des critiques, mais bon, sur l'ensemble, j'ai trouvé ça plutôt intéressant quand même, et j'ai hâte de voir un peu la suite, voir comment ça évolue. Donc ça nous fait ça divisé par 4, les amis, une note de 3 sur 5 pour ce Absolute Superman. Passons tout de suite à Wonder Woman, le dernier Absolute sorti chez Urban Comics dans cette première salve, on va dire, d'Absolute. Et j'avais demandé la parole à Siegfried. Alors, le Wonder Woman, c'est sans doute celui qui a été le plus apprécié parmi les 3 par la critique en général, parce que déjà l'idée de base est assez forte, c'est que Wonder Woman, au lieu d'avoir été élevée à Themyscira a été détruite, et Wonder Woman a été recueillie aux enfers, et donc a été élevée aux enfers.
Ça paraît extrêmement prometteur comme idée a priori, d'autant que ça fait qu'au lieu d'avoir un avion invisible, sa monture est Pégase. Le Pégase qu'on connaît, sauf que Pégase est mort et donc c'est un squelette de Pégase. Que le personnage de Wonder Woman est davantage inspiré par la magie, qu'elle a une épée qui est directement tirée de Berserk. Donc voilà, il y a une espèce de mélange d'inspiration pour une Wonder Woman infernale qui est plutôt chouette, plutôt intéressante, plutôt prometteuse. Et encore une fois, on retrouve le défaut que je soulignais dans les autres volumes, c'est qu'à partir d'une forme qui semble très différente, en fait, on a un fond qui est exactement identique et on se demande même comment une Wonder Woman qui a grandi dans un monde si différent et un monde carrément infernal peut, quand elle arrive en fait sur Terre, être la même Wonder Woman qu'on connaît, c'est-à-dire qu'elle est héroïque, elle a la même gentillesse et la même force en même temps, la même douceur. On la sent pas plus brutale, on la sent pas plus infernale. Elle a rien de particulier à part voilà quelques affaîtries en termes de capacité, mais c'est presque étonnamment répétitif et pire que tout, elle rencontre de nouveau Steve et qui débarque au lieu de débarquer sur les rivages, les rivages de Themyscira, il débarque sur les rivages de l'enfer. Et donc elle a avec lui plus ou moins la même histoire, bon sauf que pour le renvoyer chez lui, elle doit se débarrasser de son bras, mais qui est remplacé par un bras robotique. Bref, voilà, vous voyez, chaque fois les différences, c'est de l'habillage, mais on essaie de reproduire exactement ce qu'on connaît déjà, au point que même l'histoire avec Steve, il faut qu'elle soit pratiquement identique à un point assez ridicule. Ben, pourquoi, enfin, comment est-ce qu'il se retrouve là en enfer? C'est expliqué un peu à la va-vite. Comment est-ce qu'il a Ouais, envoyé par ça expliqué arrive un peu à la vite. un peu comme ça, ouais. Ouais, voilà, et c'est étonnant pour un univers qui se veut à ce point alternatif de se sentir à ce point le besoin de rester dans la lignée de ce qui est connu. Et donc elle rencontre les mêmes sociabilités que Wonder Woman habituellement, mais elle les rencontre évidemment un peu différemment. Mais on a quand même besoin de lui donner exactement le même groupe d'amis. Bon, au moins, l'une des grandes qualités, c'est que c'est de nouveau dessiné par Eden Sherman, qui vraiment, je trouve, là, est un peu à son meilleur. Parce qu'il a un style graphique presque young adult qui est assez amusant, avec des compositions de planches assez originales et une vraie douceur quand il dessine Wonder Woman, ce qui peut être un peu étonnant, et qui tranche avec les menaces qu'affronte Wonder Woman, qui sont pour le coup directement inspirées de Lovecraft ou d'un univers un peu Donjons et Dragons, mais Donjons et Dragons version Lovecraft et Donjons et Dragons version Stranger Things par exemple, avec des créatures tentaculaires, cthulhiennes, vraiment impressionnantes. Donc il y a ces contrastes-là qui sont intéressants, qui font que l'histoire est pas forcément passionnante, parce que c'est vraiment Wonder Woman qui arrive en ville et qui doit dégommer des monstres géants. Mais ça se lit plutôt bien parce que justement parce que c'est Wonder Woman et que Wonder Woman, bah, c'est un personnage qui est chouette, qui est agréable à suivre parce qu'elle a toujours à la fois cette légèreté, mais c'est aussi cette force de caractère qui en impose même aux militaires qu'elle confronte pour affronter les monstres les plus puissants sans aucune peur. Mais je trouve ça presque paradoxal que ça soit agréable à lire parce que Wonder Woman est toujours Wonder Woman et que tout ce qu'on a pu changer à son background aboutit juste à en faire exactement le même personnage que d'habitude, qui est bien écrit, qui est chouette, qui est divertissant, mais qui semble suivre un cahier des charges complètement classique et convenu, que je déplore. Ça reste quand même bien meilleur, évidemment, nettement meilleur que Superman. Ça reste vraiment très agréable à lire, c'est très joli à voir. Donc ça reste quand même parmi les meilleurs absolutes, mais avec tous les doutes que je peux quand même avoir sur l'intérêt de cette entreprise, l'intérêt d'appeler ça absolute, l'espèce de vocation marketing de cet ensemble, parce que je ne comprends toujours pas pourquoi on présente ça comme l'alliance des plus grands scénaristes pour créer un univers extrêmement original, si c'est juste pour faire ça. Et c'est presque une occasion manquée, parce que vraiment une Wonder Woman élevée aux enfers, le Themyscira, donc élevée juste par une sorcière et dans les enfers, on aurait tellement pu, et on ne le voit pas du tout, avoir des planches où on la voit perdue dans les méandres des enfers, affrontant des monstres terribles et vraiment souffrant dans ses explorations pour devenir une personne un peu barbare. Et c'est presque sous-entendu par le fait qu'elle ait l'épée. Je vous dis, l'épée, c'est vraiment l'épée de Guts dans Berserk. Donc on aurait pu retrouver cette espèce de dureté dans l'idée de la faire grandir dans une espèce d'isolation infernale plutôt qu'élevée par des femmes en tant que princesse Diana de Themyscira. Tout ça pour que ça aboutisse finalement au même personnage. Pour moi, c'est vraiment une occasion manquée parce qu'avec un postulat pareil, où on aurait pu faire quelque chose de vraiment puissant pour raconter Wonder Woman différemment et finalement la rendre. Là, ça aurait justifié de la rendre brutale comme Batman est brutal, mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, il y avait quelque chose et que graphiquement, il y a quelque chose et qu'on sent même que Kate Thompson, c'est vraiment une très bonne scénariste, mais que je sais pas pourquoi, soit elle n'est pas inspirée, soit on lui donne pas ce qu'il faut, on lui donne pas la latitude qu'il faut, parce que mine de rien, c'est présenté comme des volumes plutôt libres par des grands scénaristes, mais ça doit quand même s'inscrire dans un univers partagé commun. Donc je sais, on imagine qu'il y a quand même un cahier des charges éditorial, même s'il n'est pas très clair, mais ouais, j'aurais préféré que ce postulat, et peut-être avec la même équipe exactement, soit une espèce de black label complètement indépendant pour voir ce que ça donne, plutôt que là où on sait pas trop si c'est un manque d'inspiration ou un cahier des charges, mais ça ne va pas vraiment au bout du postulat et du coup ça va même pas très loin et c'est un peu dommage.
Benoît, c'est aussi ton avis sur ce Wonder Woman? Ben, sur l'ensemble des absolutes, je trouve que c'est le plus original. Alors peut-être que du coup c'est l'habillage qui fait que, mais j'ai trouvé que ce côté beaucoup plus marqué magie, beaucoup plus un peu plus dark avec ses créatures, était plus rafraîchissant. Après c'est vrai que quand tu en parles du coup Siegfried, c'est vrai que finalement on en revient à un personnage qu'on connaît déjà, mais on va dire le paquet est plus joli et puis mieux amené. Après, il faut apprécier les dessins, parce que je sais que tout le monde apprécie pas ce style. Mais pour le coup, c'est peut-être la série sur laquelle je suivrai davantage avant même Superman, voire même Batman. Ok, Kevin, sur ce Wonder Woman, je crois qu'il te manquait un chapitre, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, il me manque un chapitre, mais de ce que j'ai lu, je rejoins un peu Siegfried là-dessus, c'est parce que c'est vrai que le côté avec Steve Trevor, moi, me dérange un peu, ou voilà, c'est pratiquement, enfin, c'est la même chose, quoi, avec Steve Ouais. Trevor. C'est vrai que j'aurais aimé, comme Siegfried, avoir quelque chose d'assez différent avec lui, parce que là, bon, c'est un peu trop, quoi. C'est vrai qu'il atterrit sur l'île aux Enfers, quoi, là où Wonder Woman est. Donc voilà, ça c'est un peu bizarre. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup son style, ce style de Wonder Woman. Et c'est vrai que de ce qu'Alexandra avait dit tout à l'heure, arrêtez-moi si je me trompe, mais elle avait dit que on a un très gros changement aussi sur ce personnage-là, c'est que là, elle est élevée aux enfers par la sorcière Circé, qui est la grande ennemie de Wonder Woman dans l'univers qu'on connaît. Là, elle a un Pégase mort-vivant. Voilà, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, là, il lui manque un bras. Enfin, elle a un côté vraiment badass et très forte et douce à la fois parce qu'à un moment donné, elle veut rassurer les gens, elle veut voilà, leur montrer un peu de la positive attitude, quoi, des choses comme ça, voilà, alors malgré qu'il y a un gros monstre derrière. Euh, donc moi j'aime beaucoup ce côté-là. Et après c'est vrai qu'il y a son côté Amazon qui a été gardé parce que voilà ça reste une Amazon. Euh, Heureusement voilà elle a un côté aussi sorcière voilà mais qui veut faire le bien dans le monde. Et moi pour ma part j'aime beaucoup aussi ce Wonder Woman plus que le Superman parce que là dans cette histoire-là, alors je l'ai pas fini mais de ce que j'ai lu. Euh, pour moi, on va dire, que dans cet univers-là d'Absolute, c'est un peu le Superman de cet univers, parce que là, elle se découvre pour tout le monde. Elle combat des gros monstres géants là qui passent pas du tout inaperçus, hein. Forcément, à mon avis, le monde entier va en entendre parler. Et là, c'est elle qu'on voit. C'est pas Superman, c'est pas Batman, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est elle. Donc, je trouve que ça bien du coup que ce soit elle qui soit au centre un peu de tout cet effet voilà médiatique où voilà tout le monde va découvrir ce personnage-là, c'est elle qui va être mise en avant et tout ça. Donc ça remplace un peu le côté Superman où voilà normalement ce serait plus Superman qui combattrait des gros monstres devant des spectateurs, devant la télé, devant des gens. Là, elle veut carrément sauver une ville entière. Elle combat pas pour des travailleurs ou Batman juste pour la ville de Gotham avec ce nouveau gang. Là, c'est vraiment un gros enjeu. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et ce personnage. Mais voilà, c'est vrai que c'est juste le côté de Steve Trevor qui me dérange un petit peu. Sinon voilà, c'est bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est une série, C'est pas là mal. aussi un récit qui est plutôt intéressant. Et bon, on va. Je vous propose qu'on fasse les notes de ce Wonder Woman et qu'on finisse avec 10 petites minutes pour revenir un petit peu sur le global et se projeter peut-être sur la suite. Benoît, ta note. 3,5. 3,5. Siegfried, ta note. 3,5 aussi. 3,5. Kevin, ta note. Allez, 4. Allez, 4. Et puis moi, je vais lui donner une note de 4 aussi. Allez, 3,75. De quoi? 3,75. Mais pour Oui, toi, hein. 3,75. Donc c'est bien le problème. Donc on va dire que ça fait 4. Voilà. Allez, 4. 4 parce qu'on arrondit au supérieur quand on est à 3,75. Voilà, je vous le dis. C'est une nouvelle directive chez Battle Legend. Bon.
on a parlé effectivement de ces 3 volumes, donc Absolute, Batman, Superman et Wonder Woman, qui ont été publiés là dans cette première salve de DC Absolute. Alors, pour revenir sur le global des 3 séries, grosso modo, c'est vrai que ça a été souvent relevé sur le fait que on se plaint que les persos sont trop proches de l'existence. C'est une critique que j'ai beaucoup relevée dans vos critiques là, tout au long de ce podcast. Mais s'ils étaient vraiment différents, est-ce qu'on se plaindrait pas aussi en se disant ça s'appelle Superman, mais c'est pas Superman, ça s'appelle Batman, mais c'est pas Batman, ça s'appelle Wonder Woman, mais c'est pas Wonder Woman. Non, est-ce que le fait que on retrouve quand même des caractéristiques, des traits de personnages qui nous rappellent forcément ces personnages-là, n'est pas en fait quelque chose d'obligatoire pour faire quelque chose qui est dans ce type de récit. Évidemment, mais c'est une Dépend. question d'équilibre. Et c'est ce qu'on avait trouvé dans les Ultimate Marvel, par exemple. Chaque fois, il y avait un écart, mais ça aboutissait quand même à des univers qui étaient assez différents. Là, en l'occurrence, c'est étonnant parce qu'il y a un vrai gouffre entre le postulat de départ à chaque fois, qui, on l'a vu formellement, est très très différent et qui aboutit en fait à un personnage identique à celui qu'on connaît déjà. Ce qui fait que en fait, c'est satisfaisant ni d'un côté ni de l'autre. Et finalement, quand on avait, je sais pas, Earth One Batman ou Earth One Wonder Woman, on avait pratiquement des personnages davantage différents que ce qu'on a là dans les Absolutes, alors même que dans les Absolutes, on n'arrête pas de nous dire attention, c'est une terre parallèle où les personnages n'ont plus rien à voir avec ce que vous connaissez. Enfin, si, je suis désolé, c'est exactement les mêmes. Mais si on oublie les flashbacks, on pourrait croire que le personnage a exactement la même origin story, ce qui est quand même plutôt paradoxal. Bah, tu peux prendre. Moi, en fait, je compare ça, tu vois, c'est la Trinité. Tu prends un récit, un dessin animé qui avait été fait, qui était God and Monster, qui est pas très connu. C'est un long métrage où tu as Superman qui est le fils de Zod, enfin qui est Zod, le fils de Zod, qui a été élevé par des immigrants mexicains. Tu as Batman qui est Langstrom et qui est un vampire, et tu as Wonder Woman qui vient d'Apocalypse. Et ben, si tu me compares ça avec Absolute en disant on va reprendre les personnages à zéro et on va leur redonner une origine et c'est beaucoup plus sombre, ben regardez ce dessin animé là parce que vous allez prendre une plus grosse claque qu'en lisant ça. Oui, alors si tu veux amener des nouveaux lecteurs avec ça, je suis pas sûr, mine de rien, que ce soit la bonne porte d'entrée non plus. Bah après, moi, je trouve que c'est plutôt bien aussi de reprendre un peu les mêmes choses, parce qu'il y a les mêmes personnages, voilà, le même style un peu plus violent. Moi, je trouve ça quand même assez intéressant, plutôt que de changer complètement radicalement, parce que comme l'a dit Nico, si on changerait là, comme t'as dit, je suis pas sûr qu'il y aurait du public, je suis pas sûr qu'il y aurait des gens qui auraient apprécié. Après, voilà, c'est un peu comme les goûts et les couleurs, hein, voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais Bien moi, je sûr. trouve ce côté absolu assez intéressant au niveau de leur origine, qui change quand même assez, où on garde un peu, voilà, les mêmes persos et tout ça. Donc, pour moi, ça reste quand même intéressant. Et, euh, et voilà, c'est pas radical, ouais, je suis d'accord. Mais ça reste pas mal et ça permet aussi d'avoir un peu de fraîcheur et un peu de neuf comparé à ce qu'on lit, voilà, comme le Dark City, Oui. comme on en a parlé. On en a parlé Voilà, dans nos bat reviews. C'est vrai que là, ça apporte quand même de la fraîcheur, même si le fond n'est pas extrêmement différent. Ça amène quand même quelques différences sur la forme et c'est plutôt appréciable. Et puis surtout, c'est assez libéré dans l'aventure qu'on nous présente dans ces récits-là, ce qui fait que c'est plutôt plaisant à lire. Je pense qu'on a c'est- tous pris quand même pas mal de plaisir à lire ces récits-là. Bah, c'est ça le truc, c'est que quand moi je les ai lus, moi j'ai eu beaucoup de plaisir, surtout dans le Absolute Batman, où quand tu tombes sur la page de la fameuse Batmobile, tu fais waouh. Quand tu vois certains gadgets que Batman il a, tu fais waouh aussi. Donc ça crée Du coup, du ça fait waouh neuf. waouh. Voilà, ça fait waouh waouh waouh. Non, mais tu vois, Mais par c'est vrai qu'il y a des exemple, passages où... euh, on verra, je pense, lorsque le deuxième tome de chaque série sortira. Moi, Ouais. Alors d'ailleurs, j'ai pu me procurer, tu vois, le Martian Manhunter de Absolute. ouais. J'ai pris Ah que oui. le premier fascicule. C'est très psychédélique au niveau du dessin, très très
extrêmement coloré, puisqu'on a l'histoire d'un détective qui a subi une explosion et on va dire, qui en ressort mine de rien quand même sur ses deux jambes et qui veut continuer à retourner bosser. Et il va voir le monde un peu en couleur grâce à une espèce de fumée qui l'entoure en permanence. Il a une voix dans sa tête. Alors que c'est quelque chose qu'on a déjà vu en termes de psychologie, de la double voix peut-être, ou de deuxième personnalité. Mais les couleurs, la mise en page en fait quelque chose de beaucoup plus finalement intéressant, je trouve. Alors, je me dis que j'ai pas encore lu le Flash. Siegfried, je crois que toi tu l'as lu. Mais est-ce que peut-être le renouveau viendrait pas par ces séries-là qui sont pas de la Trinité et justement qui sont un peu de côté? Alors, avant qu'on détaille tout ça, effectivement, juste une petite précision, c'est que ça, c'était la première salve, donc Superman, Batman et Wonder Woman Ouais. tome 1 qui sont arrivés au mois de mai, et en fin d'année, on aura donc une deuxième salve avec les tomes 2 de Superman, Batman et Wonder Woman qui devraient être prévus, en plus de 3 nouvelles séries qui arriveraient. Donc, tu en as parlé, Martian Manhunter, Flash et Green Lantern. Green Lantern en 2026. Ah, je croyais que c'était fin d'année Green aussi. Lantern. 2026, Non, non. ok. Sachant Voilà. qu'à un moment, on aura les Justice League Unlimited aussi. Parce que je vous rappelle, et Oui. là c'est le côté un peu chaotique, que a priori ça n'a rien à voir, on est d'accord avec les Justice League qu'on vient de chroniquer, qui étaient absolument catastrophiques de Mark Waid. Sauf que si, parce qu'en fait, dans Justice League Unlimited, la fin de Justice League Unlimited, qu'on connaît pas encore en VF, mais qui va arriver très bientôt, on découvre que Darkseid attaque, Darkseid est repoussé, mais Darkseid va s'attaquer à une autre Terre parallèle qui s'appelle la Terre Alpha, et apparemment ça fait longtemps qu'elle existe, mais c'est la première fois qu'on en parle. Bref, truc de multivers habituel. Et en fait, Darkseid veut essayer de conquérir cette Terre Alpha pour que le pouvoir qu'il va englober là-bas lui permette de revenir sur la Terre normale. Et donc, pour le contrecarrer, on va envoyer Booster Gold dans cette Terre parallèle, sauf que pour l'instant, on l'a pas encore vu, donc on sait pas encore trop ce que ça va devenir. Mais voilà, en gros, les Absolutes se passent donc sur cette Terre Alpha, qui est donc toujours liée au Justice League Unlimited de Mark Waid. Et donc, les super-héros de Mark Waid sont au courant qu'il existe une Terre Alpha avec des variations manifestement de leur propre personnage qui est en train d'être conquise par Darkseid qui prévoit aussi son retour. Donc, c'est un peu terrible, je trouve déjà, parce que dès le début, ça veut dire qu'on lit Absolute, cette Absolute catastrophe qu'a été les Justice League de Mark Waid, et surtout, ça annonce d'emblée que, attention, là vous êtes en train d'apprécier des trucs qui sont presque des Black Label, presque des récits indépendants, qui réinventent un peu des personnages de façon chouette, ou des Earth One, donc c'est plutôt pas mal, mais attention, ces personnages, ils vont finir par se rencontrer, et par affronter Darkseid, et par rencontrer sans doute leurs counterparts, enfin leurs équivalents de la Terre Prime habituelle, pour un gros récit cosmique, et ça exactement le genre de récit méga cosmique qu'on a déjà lu littéralement des millions de fois. Donc, moi, ça me donne absolument pas du tout envie, parce que déjà, on se demande même pourquoi être allé recueillir tous ces scénaristes stars, si c'est en fait pour en faire juste une espèce de gros gloubi-boulga à la fin. Parce que je vous rappelle que l'un des intérêts d'Absolute, c'est aussi de piquer plein de scénaristes à Marvel. Superman, c'est donc scénarisé par Jason Aaron, qui est une des stars de Marvel. Wonder Woman, c'est Kelly Thompson, qui est une des grandes de Jessica Jones, Hawkeye, Black Widow. Absolute Flash, c'est par Jeff Lemire, qui a fait des Super Vision ou du Super Moon Knight. Martian Manhunter, c'est par Dennis Camp, qui est en train, au moment où on parle, de faire les nouveaux Ultimates de Marvel. Absolute Green Lantern, c'est par Al Ewing, qui justement s'inspire de son propre travail sur Immortal Hulk. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre les scénaristes stars de Marvel, leur dire, bah écoutez, tiens, sens-toi libre, t'as une quasi carte blanche sur du DC Comics, mais tout ça pour en faire en fait le prochain gros event cosmique de DC Comics qui, vous l'admettrez quand même dans ce qu'on vous en dit là, risque de ressembler beaucoup à tous les events cosmiques qu'on a eu jusque-là, c'est-à-dire à finir en pétard mouillé piloté par Mark Waid, de gros affrontements entre plusieurs terres parallèles et Darkseid avec des gros prétextes. C'est pour ça que je comprends très bien pourquoi Urban n'a pas publié cette histoire-là pour l'instant en VF, et pourquoi ils attendent un peu, parce qu'ils sont obligés de publier. C'est ça qui va donner de la cohésion à cet univers-là. Mais pour l'instant, il vaut mieux laisser croire aux gens qu'on a juste une réinvention de Batman, une réinvention de Superman, une réinvention de Wonder Woman dans des récits relativement indépendants, avec une vraie patte scénaristique, une vraie patte artistique, des récits qui s'apprécient vraiment à part entière, avant de leur dire attention, tout ça c'est juste le nouvel event DC Comics, sachant que les derniers events DC Comics donnent pas forcément envie de les suivre sur le prochain gros. Et on préfère lire des récits limite indépendants que de lire la prochaine promesse de nouvelles grosses réunions cosmiques entre plusieurs super-héros qui vont affronter des grosses super menaces. Bref, à mon avis, il y a une stratégie un peu marketing. Ne nous casse pas le moral, Siegfried. Non, mais... mais donc, c'est ça le truc aussi, c'est que
Pardon, vas-y, termine. Voilà, juste pour finir, Pardon. donc à mon avis, il y a une part de stratégie marketing, mais qui est plutôt judicieuse, même si elle est un peu hypocrite. On aurait pu nous le dire d'emblée. Là, on préfère nous laisser apprécier quand même ces volumes indépendamment d'abord, en nous laissant croire que ce sont des récits qui ne sont pas liés, parce que vraiment, c'est presque étonnant à quel point aucun de ces récits n'est lié aux autres quand on les lit, alors même que, encore une fois, c'est pas du tout cohérent. Ce qui se passe dans Absolute Superman, par exemple, ça devrait évidemment avoir une incidence complète sur Wonder Woman et Batman, mais voilà, ça permet de ne pas avoir peur trop vite. Et j'ai peur que, justement, essayer de nous rassurer pour l'instant, ça n'annonce que le pire pour la suite, mais on verra. Ouais. Bon, après, on va essayer d'apprécier déjà ces récits comme ça, et Oui. voir, on verra après ce que ça Bah non, parce donne. qu'on Mais les c'est vrai apprécie que- aussi en se disant, bah tiens, j'attends le tome 2, j'espère que là, ce qu'on voit dans le tome 1 qui est chouette, ça continue dans le tome 2, bah, sauf qu'à un moment, le tome 3, ça va être la réunion avec les autres super-héros pour affronter Darkseid, hein, donc ça reste un horizon qui est déjà d'emblée annoncé dans le projet même d'Absolute. Donc Mais après, on peut c'est pas en vrai faire un que président. c'est vrai que les events, on pourra pas y échapper parce que voilà, c'est dans la nature des choses là, dans les DC. Mais après, pour moi, les absolutes, les séries indépendantes comme ça risquent de durer assez longtemps, comme là l'univers qu'on connaît actuellement, où ça va durer assez longtemps. Et les events, bah malheureusement, oui, on va les avoir. Après, est-ce qu'ils seront bons ou mauvais? Mais c'est vrai que je rejoins aussi, je suis de ton côté sur le fait qu'ils auraient dû quand même lancer le Justice League Unlimited avant ça, parce que là, c'est vrai qu'on tombe là-dessus sans trop savoir pourquoi. Moi, je l'ai pas lu en VO, ce fameux chapitre. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu dommage de commencer par ça plutôt que par la source même de la chose. Mais voilà, oui, on va déjà apprécier les indépendants et puis après les events, on verra ce que ça va donner. C'est ça. On Kiffons verra. le moment présent, les amis. Qui font le Euh, moment, voilà. Après. Voilà, c'est ça. C'est Alors, ça. juste pour conclure, parce que je sais que certains d'entre vous ont faim, il est tard, alors Pas manger de on enregistre McDo. ce podcast. Siegfried et Benoît, c'est vous qui avez lu un peu de VO du coup. C'est du coup pour les séries qui arrivent dans le futur, là, en fin d'année. Est-ce que c'est dans la même veine de ceux qu'on a découverts ce mois-ci ou c'est moins bon, plus meilleur peut-être comment on se situe? Après, moi, je te dis, j'ai pris que le premier Ouais, single issues. C'est sympa, c'est du psychédélique, pourquoi pas? Mais après, ça casse pas non plus des briques. ouais, Et puis presque une note d'intention pour l'instant. Donc, ce que ouais. ça va donner sur plusieurs épisodes, j'en sais rien. Ok, Siegfried, toi tu en as lu un peu plus? Ouais, j'ai lu les 3, enfin ce qui est paru pour les 3 séries pour l'instant, c'est sûr qu'il y a moins de fascicules qui sont parus que pour les Absolute Batman Superman Wonder Woman qui sont aussi une première salve en VO, donc pour l'instant on a que 2 ou 3 fascicules de chacune des 3 autres séries. Ok. D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y avait d'autres séries absolues qui étaient prévues sur d'autres personnages. Je sais pas si vous Apparemment, êtes au non. courant de quelque chose. Je D'accord. Pour sais pas. l'instant, Ouais, non. ouais. Il y aura peut-être Aquaman, des rumeurs pour Aquaman. Ah OK, bon, du coup, c'est un peu étonnant que ça soit pas annoncé d'emblée, du coup, on sait pas trop à quoi s'en tenir. Parce que, pour l'instant, tout ce qu'on on a quelques images déjà de la réunion des 3 super-héros, de la Trinité en version absolute. Du coup, s'il n'y a que 6 ou 7 personnages, c'est étonnant qu'on n'ait pas une vraie Justice League absolute. Là, on a un peu l'impression qu'on va raconter une espèce d'event avec la Trinité et qu'à côté de ça, on aura des récits plus indépendants pour les autres personnages. Bon, bref, c'est un peu le projet est un peu curieux. En tout cas, Absolute Flash, pour l'instant, j'aime pas trop. Donc, c'est celui qui est dessiné par, enfin, scénarisé par Jeff Lemire, dessiné par Nick Robles, parce que je trouve ça un peu classique. Et l'idée, c'est d'apporter un peu de légèreté à l'univers, bon, parce que on retourne un personnage du Wally West, un peu gentil. Je trouve ça un peu étonnant d'essayer d'apporter encore plus de légèreté à un univers qui, du coup, déjà, je trouve, manque un peu de la gravité qui était promise d'emblée. Encore une fois, la promesse, c'était vraiment imaginer que les personnages ont vécu en enfer au lieu de vivre au paradis pour leur background. Est-ce qu'on a besoin d'encore plus de légèreté? Je ne sais pas. Absolute Green Lantern d'Al Ewing, pour l'instant, je suis pas du tout convaincu, mais c'est surtout à cause, je pense, des dessins de Jana Lindsay, parce qu'il y a une volonté de faire quelque chose de très sombre. Encore une fois, Al Ewing, il vient vraiment d'Immortal Hulk, à mon avis, son idée, c'est de renforcer une dimension gothique, mystérieuse et sombre, qui pourrait être prometteuse. Mais le problème, c'est qu'il y a un style graphique qui est très tiré du webcomic. C'est à la fois numérique et un peu inspiré de traits anguleux d'un certain manga un peu bas de gamme. Et je trouve que ça ne Ouais, parvient pas du tout à évoquer quoi que ce soit de l'espèce de menace cosmique qu'on est supposé raconter. Moi, je m'intéresse pas aux personnages, j'ai énormément de mal à investir à la fois dans les menaces auxquelles on nous confronte, dans la manière dont les pouvoirs et les mystères sont évoqués dans cette histoire. Donc, on va voir pour l'instant, mais je suis pas du tout convaincu. Et puis, il y a une réinvention d'un personnage, mais qui apparaît exactement comme une espèce
de Super Boo, de Dragon Ball. Et pareil, je comprends pas pourquoi cette référence visuelle qui semble assez évidente. Bref, pour l'instant, je suis complètement dehors, essentiellement à cause du dessin. Enfin, en fait, le dessin me rebute tellement que je ne parviens même pas à me demander si le scénario est bon ou pas. On va voir comment ça continue, mais j'ai juste peur que avec ce dessin-là, en fait, je parviendrai juste jamais à m'investir là-dedans et c'est un peu dommage. Et Martian Manhunter, pour l'instant, c'est ce que je préfère, mais ceci parce que ce qui est vraiment le plus indé, ce qui ressemble à rien. Et du coup, ceci est la série qui surprend le plus parce qu'on ne sait pas encore trop vers où ça va. Il y a oui, une inspiration psychédélique, mais ça fait à la fois très Asterios Polyp de Mazzucchelli, donc c'est géométrique, en aplat de couleurs. Ça rappelle aussi un peu le Hawkeye de Aja ou un peu le Vision de Tom King aussi dans je sais pas, une certaine abstraction humaine des personnages. Il y a un côté indé qui est vraiment assumé. C'est vraiment très chouette, d'autant que pour l'instant, c'est très mystérieux. Parce que je crois que j'en ai lu 3 fascicules, ça doit être ça. Et vraiment, on ne sait pas trop parce qu'on a une espèce d'agent du FBI qui, suite, voilà, comme on l'a dit, suite à une explosion, a une espèce de seconde conscience en lui, qu'il appelle lui-même le Martien, qui se présente vaguement comme une espèce de version cartoon du Martian Manhunter, mais dont on ne connaît pas du tout l'origine. A priori, elle vient pas du tout de Mars. On ne sait pas si c'est un personnage à part ou comment, en tout cas, cette seconde conscience lui est venue. Moi, j'ai bien une théorie qui est un peu un truc à la Swamp Thing où le personnage principal, en fait, serait mort et aurait été remplacé par Martian Manhunter, mais Martian Manhunter, à cause de l'explosion, croit qu'il est ce personnage, donc a pris sa forme et a gardé ses portes les pattes. Mais bon, pour l'instant, c'est juste une théorie, on n'en sait rien du tout. Mais voilà, pour le coup, c'est une série qui a du potentiel de surprendre, d'autant qu'il y a effectivement, il y a cette idée, comme on l'avait évoqué, qu'il voit les bulles de pensée des autres personnages à travers des nuages de couleurs. Donc, graphiquement, ça apporte encore une touche qui est totalement différente de tout ce qu'on a vu jusque-là. En termes de scénario, ça peut mener aussi à des choses intéressantes, surtout que des personnages télépathes, on en a dans les comics depuis des décennies. Mais là, c'est une manière plutôt originale de raconter ça. C'est vraiment très joliment dessiné par Javier Rodriguez. Donc à voir. Encore une fois, ça se mêle absolument pas au style des autres histoires. Je vois pas comment ça. J'aimerais que tous ces personnages, quitte à les mettre dans un univers partagé, qu'on n'ait pas une trinité d'un côté et puis le reste qui évolue indépendamment de l'autre, mais qu'on essaie de tout concilier. Simplement en termes de style, ça Ouais, va pas. après, c'est vrai que s'ils prennent la peine de faire des séries comme ça, c'est certainement pour les rassembler à un moment donné. Mais... Ouais, mais voilà, justement, Ouais. je sais pas trop quel est le but, et justement, ça m'interroge beaucoup sur le but final, et j'ai encore peur d'un event qui est pas tout à fait ficelé encore par la branche éditoriale, et qui risque du coup d'aboutir à des trucs pas aboutis, pas bien ficelés au bout du compte. Mais en tout cas, pour l'instant, le Absolute Martian Manhunter, c'est vraiment très appréciable, et surtout, voilà, comme j'ai dit, le plus appréciable, c'est qu'il y a encore un vrai potentiel de surprise, parce que on peut encore aller vers des voies totalement insoupçonnées pour développer ce personnage, là où, pour l'instant, j'envisage aucune vraie surprise de fond autour de Batman, Superman ou Wonder Woman ou aucun des autres personnages qui sont quand même sur des rails beaucoup plus classiques. Et Martian Manhunter, c'est aussi, je crois, celui qui marche le mieux. En tout cas, j'ai vu des histoires de ventes relativement records et de vraie appréciation critique de ce tome qui pourrait du coup avoir pas mal de domination au prochain Eisner Awards. Donc pour le coup, je vous recommande vraiment le coup d'œil parce qu'il a cette originalité qui n'a rien à voir avec les autres et qui pour l'instant est une vraie récupération enfin c'est vraiment ce que pour le coup ce que va donner de Absolute, c'est-à-dire qu'on a à la fois le Martian Manhunter mais on n'a pas du tout Martian Manhunter, enfin on a un traitement qui est vraiment original dont on ne sait pas où ça va et voilà, je préfère ça plutôt que de raconter de nous faire que des backstories pas terribles pour vraiment revenir absolument aux origines parce qu'on a besoin des origines story. Non, cette fois, on nous oblige à nous laisser porter et on est dans une lecture un peu plus active, un peu plus surprise et bon, ça c'est chouette, toujours chouette de faire un appel un peu à l'intelligence du lectorat pour l'obliger à se laisser porter par des histoires et parfois ça marche. En l'occurrence, apparemment commercialement et d'un point de vue critique, ça marche et moi effectivement, ça m'a plutôt plu. Ok, donc rendez-vous fin d'année pour ces autres salves de DC Absolute, les amis. Donc voilà, ce podcast va se terminer. Merci Siegfried, merci Benoît, merci Kevin pour votre participation à ce podcast et Merci à toi. merci à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. N'hésitez pas vous aussi à nous donner vos avis, vos notes sur ces DC Absolute, que ce soit Superman, Batman ou Wonder Woman. Et vos attentes pour le futur. Donc tout ça, ça soit sur Batman Legends, sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, on est présent un petit peu partout. Et, alors, quelque chose que je ne fais jamais, mais on m'a dit qu'il faudrait le faire. J'oublie à chaque fois, mais si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus sur YouTube ou à laisser des commentaires, des notes, des choses, voilà, des étoiles, je ne sais quoi, sur Mettez la selon les cloche. plateformes. Voilà, donc n'hésitez pas Abonnez-vous!
À liker, à Abonnez-vous. partager et à pousser. Likez, partagez et abonnez-vous. Voilà, donc ça nous donnera pas mal de force aussi pour pouvoir continuer à faire tout ça. Pas mal de visibilité, hein, c'est le but. Sur ce, les amis, je vous remercie encore et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout Salut. le monde. Salut.